Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo de nutrition et diététique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approche globale de la personne. Alors, l'approche globale de la personne, c'est un concept qui est assez important quand on prend en charge quelqu'un au niveau de son alimentation, mais c'est aussi un concept assez difficile à mettre en place quand on débute au niveau de la diététique. En fait, c'est un concept qui nécessite de maîtriser suffisamment la théorie diététique pour pouvoir forcément en tenir compte, mais aussi tenir compte de tout ce qui se trouve autour. Et en fait, je remarque qu'au cours de la formation des soignants, on a tendance généralement à se limiter à l'approche uniquement théorique. Alors, l'approche théorique, forcément, elle est importante, mais elle est largement pas suffisante, surtout à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les gens, ils font en fait comme vous et moi. Quand ils ont une question, la première personne à qui ils la posent, c'est Google. Et Google, généralement, la théorie, il la connaît. Donc, il donne la réponse qu'on aurait peut-être pu donner il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui n'est plus intéressante pour la personne parce qu'elle l'a déjà obtenue avant d'arriver près de vous. Et donc, c'est important d'aller plus loin que cette théorie. Et au niveau de la diététique, on peut observer que quand quelqu'un choisit ce qu'il va manger, donc ce que j'ai inscrit choix alimentaire, il va prendre en compte, certainement sa pathologie, s'il est malade, s'il a un régime particulier à suivre, mais il va aussi tenir compte de plein d'autres choses. Il va tenir compte de ses goûts, forcément, en général, quand on choisit ce qu'on mange, on choisit pas de manger des choses qu'on n'aime pas. Il va tenir compte aussi de l'équipement de sa cuisine. C'est clair que si, par exemple, la personne, elle a pas de four, traditionnel, elle va pas, vouloir faire un gigot d'agneau au four. Elle va tenir compte aussi du nombre de personnes qui vont partager le repas avec elle. Généralement, si on mange seul, on va cuisiner des choses plus rapides, plus faciles à préparer que si on a des invités ou si on est en famille, on mangera peut-être aussi un seul plat, mais préparé de manière plus élaborée que si on est tout seul. On tiendra compte aussi des infirmités, donc par exemple, par infirmité, je peux entendre un problème dentaire. Si on a perdu plusieurs dents, on va éviter de manger un steak saignant qui sera immangeable ou en tout cas difficilement mangeable. On prend aussi en compte son BMI actuel, l'évolution du passé et du futur, donc l'histoire de notre poids et comment on aimerait le voir évoluer. C'est clair que si on a envie de perdre du poids, on fera généralement un choix d'aliments moins caloriques que si on n'est pas forcément attentif à l'évolution de son poids ou si on a un poids stable ou si on veut reprendre du poids parce qu'on en a perdu récemment, on va choisir là des aliments plus caloriques. On va prendre aussi en compte ses envies. Voilà, à certains moments de la journée, on peut être influencé par les pubs, par une discussion qu'on a eue avec des amis ou par un souvenir qui nous revient à l'esprit. Et ça peut nous donner envie de manger certains aliments et peut-être pas envie d'en manger d'autres. On prend également en compte les aliments disponibles. C'est sûr que voilà, on va pas forcément faire ses courses tous les jours. Certains y vont plus régulièrement que d'autres, mais en tout cas, quand on cuisine, on regarde souvent ce qu'il y a dans le réfrigérateur, ce qu'il y a dans les placards. On remarque aussi que le choix des aliments, il varie en fonction de l'âge. Les enfants n'ont pas les mêmes goûts que les grands-parents. Selon le budget, on va faire aussi des choix qui seront différents. Si on a un grand budget alimentaire, on ne regardera pas trop le prix. Si notre budget est beaucoup plus limité, on va plutôt faire des choix vers des aliments bon marché. Et également, les croyances, les convictions peuvent influencer nos choix alimentaires. Par exemple, si on pratique la religion musulmane, on ne mangera pas de porc, on ne boira pas d'alcool. Mais il y a aussi d'autres croyances, d'autres convictions qui ne sont pas forcément religieuses, comme par exemple, on peut avoir choisi de manger vegan et donc de ne plus manger d'aliments d'origine animale. Alors, bien évidemment, le choix des aliments, il se fait pas uniquement sur base de ces critères-ci. Je vous en ai mis quelques-uns qui me passaient par l'esprit au moment où j'ai créé cette vidéo-ci. Il y en a d'autres, c'est pas du tout exhaustif.
Et donc, je vous ai dit qu'en tant que soignant, c'était important de prendre en compte ces critères-là. La question maintenant, c'est de savoir comment peut-on les prendre en compte. Pour les prendre en compte, il faut déjà commencer par les connaître. Et pour les connaître, la meilleure chose à faire, c'est d'observer et de dialoguer avec le bénéficiaire de soins. Alors, dialoguer avec lui, ça ne veut pas forcément dire parler. C'est vrai qu'on a tendance à penser au langage verbal en premier lieu quand on pense au dialogue. On peut aussi observer la personne. Si la personne ne me parle plus, mais que vous voyez qu'elle mange avec appétit, ça peut se voir si elle mange plutôt goulûment, qu'elle a un sourire, qu'elle a un sourire sur le visage quand elle mange, qu'elle termine son assiette. Ça peut vous donner des indications qui ne seront pas les mêmes que si vous voyez plutôt qu'elle a difficile à amener les aliments dans la bouche, qu'elle a tendance à les garder très longtemps, à mâcher très longtemps et à ne pas avoir envie d'avaler. Ça donne l'impression plutôt à ce moment-là que la personne n'apprécie pas son repas, alors que si elle mange avec un grand sourire, on aura l'impression forcément qu'elle apprécie le repas. On peut aussi, quand le dialogue n'est pas possible avec la personne en elle-même, on peut demander et poser des questions à la famille. La famille, forcément, elle ne connaîtra pas le goût, l'envie du jour même, mais elle peut vous renseigner sur ce que la personne avait tendance à apprécier et ce qu'elle avait tendance à moins apprécier au moment où elle avait une vie sociale. C'est important aussi de dialoguer avec l'équipe médicale, d'aller se renseigner dans le dossier médical global. Il y a souvent des petits indices qu'il est intéressant de prendre en compte quand on veut donner un conseil à quelqu'un au niveau de son alimentation. Alors ici, je voudrais vous illustrer un cas particulier. Donc, si vous vous trouvez face à un malade cardiaque et que vous deviez prévoir un repas pour lui, soit prévoir un menu, soit carrément cuisiner le repas pour lui, c'est important de prendre en compte tout ce qu'il y avait dans la dia précédente, donc ce que j'ai laissé en bleu, c'est-à-dire l'équipement de la cuisine, ses goûts, les pathologies peut-être qui seraient associées à la maladie cardiaque. On n'a pas forcément une seule pathologie. Le nombre de convives qui va manger avec lui, ses infirmités éventuelles, son poids, l'évolution de celui-ci, ses envies, les aliments disponibles, son âge, le budget et ses croyances et convictions sont forcément des choses qui restent importantes à prendre en compte. Après, il y a aussi comment on va faire pour prendre en compte tout ça. Donc c'est très bien d'observer, de dialoguer avec la personne pour pouvoir avoir tous ces indicateurs-là. Après, il faut effectivement en tenir compte. Les connaître tout seul ne suffit pas. Et pour ça, c'est bien de s'aider d'outils diététiques. Donc, c'est clair qu'il y a des outils qui existent. Les outils, ils sont facilement trouvables. Ça n'a aucun intérêt de vouloir les étudier par cœur et tous les stocker dans votre cervelle. Vous y avez accès assez facilement au jour d'aujourd'hui avec un smartphone. Profitez-en pour les utiliser. Il n'y a aucun intérêt de vouloir retenir par cœur quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement. Après, effectivement, si tous les jours vous les utilisez, vous finirez par les connaître par cœur. Mais quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, c'est, je pense, mieux au moment où on en a besoin de retourner regarder cet outil-là plutôt que d'essayer de se le remémorer et peut-être au passage faire une erreur ou deux. Dans les outils diététiques classiques, on a l'assiette alimentaire qui peut être adaptée à l'âge, donc on peut créer une assiette alimentaire pour adultes, elle existe déjà, mais il y a d'autres assiettes alimentaires qui vont être plus adaptées à des enfants ou plus adaptées à des personnes âgées. On a des feuilles de régime type où on a deux colonnes, d'un côté les aliments conseillés et de l'autre côté les aliments à éviter. C'est aussi des outils qu'on peut utiliser. Et on a les pyramides alimentaires qui, elles aussi, comme l'assiette alimentaire, peuvent être adaptées en fonction de l'âge et même en fonction des situations particulières. Il y a par exemple une pyramide alimentaire destinée aux femmes enceintes et qui allaitent. Alors, dans les choses qui nous servent à nous renseigner, on peut également utiliser les livres. C'est quelque chose qui se perd un peu à l'heure actuelle, mais qui est toujours très valable.
Il faut savoir qu'en ce qui concerne la nutrition et diététique, on a toute une série de livres qui sont plutôt des livres commerciaux destinés un peu à vendre du rêve, perdez 5 kilos avant l'été, perdez 10 kilos en 3 mois, etc. C'est pas ce genre de livre dont je parle. Ce sont des livres qui vraiment parlent d'une pathologie liée à l'alimentation et donnent des conseils approuvés scientifiquement et pas du rêve. Pour être sûr de choisir les bons livres, généralement, je vous conseille d'aller vers des éditions universitaires qui sont pas des éditions commerciales qui veulent à tout prix vendre et qui font des titres accrocheurs, mais dont le contenu est assez faible. Ça ne veut pas dire que vous trouverez jamais un livre intéressant en dehors des éditions universitaires. C'est voilà, c'est juste un critère que je vous propose, mais qui est loin d'être le seul, l'unique et toujours vrai. Dans les ressources, par contre, beaucoup plus actuelles, on a Internet. Après, Internet, ben, c'est pareil que pour les livres. Si vous tapez une question dans Google, vous allez avoir plein de réponses, parfois des réponses différentes, parfois des réponses contradictoires, parfois des réponses aussi qui seront peut-être pas compréhensibles pour vous si vous allez vraiment sur des sites spécialisés. Mais ce qui est important, c'est de prendre des sources fiables, des sources valables. Et là, pareil, si vous allez sur les sites des hôpitaux, vous aurez des informations destinées à des patients, donc des informations qui sont normalement écrites avec un vocabulaire assez facile à comprendre. Et si vous allez sur les ligues, comme ici dans le cas présent, la Ligue cardiologique belge, vous aurez également des informations fiables qui seront destinées à un public non ou peu averti. Alors au niveau d'Internet, ce qui est bien, c'est en tout cas d'analyser la source, peut-être d'en prendre plusieurs, et en tout cas, il faut bien se rendre compte que tout le monde écrit enfin tout le monde a le droit en tout cas d'écrire sur Internet, et donc si vous allez sur un forum et que vous tombez sur des informations médicales, c'est pas forcément un médecin qui les a écrites, et voilà, donc elles sont pas forcément toujours justes, elles sont à prendre avec des pincettes. Et c'est pour ça que je vous conseille plutôt d'aller sur des sites, sur des sites approuvés comme les sites des hôpitaux, les sites des ligues spécialisées. Maintenant ici, donc, en fait, vous aurez de la théorie en utilisant les outils diététiques, en utilisant les livres, en utilisant Internet. C'est important quand même de personnaliser. Et donc personnaliser par rapport aux critères que vous avez observés qui sont en bleu ici sur le dessin, mais aussi personnalisé par rapport aux prescriptions médicales et diététiques. C'est important de prendre en compte par exemple l'interaction parfois entre les médicaments et les aliments. Il existe certains médicaments comme les anticoagulants qui ne peuvent pas être associés aux choux. Il faut prendre en compte aussi parfois la prescription, on peut être face à une restriction hydrique, par exemple face à un malade cardiaque. Donc au niveau de la théorie diététique basique, j'ai envie de dire, on vous dit de boire de l'eau à volonté, mais ici vous avez une restriction hydrique qui parfois est à 500 ml par jour. Il faut bien évidemment respecter cette prescription de restriction hydrique. On a aussi parfois une restriction en sel dans le cas d'un malade cardiaque. Et ce qui est important d'avoir à disposition, ce sont les coordonnées du médecin et du diététicien. La prescription diététique, c'est pas à vous de la faire en fait. La prescription diététique, c'est la diététicienne qui l'a fait. S'il n'y a pas de prescription et que vous ne savez pas trop bien ce que vous pouvez faire, vous pouvez refuser de décider. C'est pas votre rôle. Vous avez toujours le droit d'avoir la prescription de la diététicienne. Et après, votre rôle à vous, ça sera de la traduire pour en quelque chose de concret pour que le bénéficiaire de soins ait un repas dans son assiette. Alors, je voudrais terminer cette vidéo par cette phrase de Socrate qui est finalement très représentative du principe de l'approche globale du patient. C'est qu'en fait, quand vous abordez quelqu'un, c'est important de vous dire que finalement, vous connaissez rien ou presque de lui et de prendre le temps d'apprendre à le connaître, d'apprendre à en savoir un peu plus sur qui il est, ce qu'il aime, quels problèmes il rencontre, quelles sont les priorités pour lui, et, enfin, etc. Donc, prendre
prendre vraiment le temps de dialoguer avant de lui donner un peu quelque chose de tout fait qu'on pourrait trouver tout déjà à disposition sur Google et donc qui donnerait l'impression aux bénéficiaires de soins que ça sert à rien de consulter finalement.